Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui un épisode un peu spécial. Je le dis à chaque fois mais là il est vraiment spécial car il s'agit d'un épisode d'anticipation. En effet je fais quasiment tout le temps des scénarios qui parlent d'événements et de conflits passés. Mais il est tout aussi intéressant de se demander ce qu'il pourrait se passer dans le futur. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en nous posant la question suivante, d'où et comment pourrait nous venir un prochain conflit d'envergure. En effet je suis une de ces personnes dont la journée s'illumine dès qu'elle entend parler d'une énième annexion de territoire par Poutine ou bien de la reprise pour la 15e fois d'un village par un obscur groupe rebelle au fin fond du Yémen Sud. Non pas que je m'en réjouisse, mais ça m'intéresse beaucoup, je sais pas pourquoi, j'aime bien rester des heures à regarder l'actualité. Demandons-nous donc dans cette vidéo comment les différents conflits gelés ou bien les points chauds du globe pourraient un jour se transformer en guerre nucléaire entre deux grandes puissances. La guerre froide étant terminée depuis déjà bien longtemps, quoi qu'on pourrait en douter parfois, beaucoup d'entre nous désormais n'ont pas vécu ni connu la menace constante de voir une guerre nucléaire éclater entre les USA et l'URSS. Je n'ai moi-même pas vécu cette période étant né après la chute de l'Union soviétique. Mais si vous pensiez néanmoins que la menace d'une guerre nucléaire était écartée, vous ne pourriez pas être plus loin de la vérité. Je tiens à préciser que je ne souhaite pas être alarmiste, même s'il y a beaucoup de points chauds et de conflits sur Terre, il y a très peu de chances qu'une guerre nucléaire éclate. Donc vous, oui vous, arrêtez tout de suite de creuser un bunker dans votre jardin et de stocker des conserves de lentilles qui de toute façon ne serviront jamais, et venez regarder ma vidéo, je vais commencer. Cette vidéo servira à se poser des questions sur des conflits actuels que vous ne connaissez peut-être pas, et à s'amuser en faisant des petites prévisions de guerre nucléaire en fonction de la situation. La première zone de la planète à laquelle nous allons nous intéresser est la mer de Chine méridionale. Avant d'extrapoler, faisons donc un point sur la situation. La mer de Chine méridionale, déjà c'est cette zone à l'est du Vietnam, au sud de la Chine et au nord de l'Indonésie. Le conflit dure depuis les années 1950 et implique pas moins de 5 pays qui ont chacun leurs propres revendications sur les différents archipels qui composent cette mer. Notamment les deux principaux archipels qui sont les îles Spratly et les îles Paracel qui rappelleront de bons souvenirs aux joueurs de Battlefield 4. Donc chacune des lignes que vous pouvez voir à l'écran est une revendication des 5 pays qui composent ce conflit, donc notamment la Chine, Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei ainsi que les Philippines. Comme vous pouvez le voir, c'est un bordel pas possible et chacun de ces pays veut sa part du gâteau. Pour cause, ces îles sont riches en ressources naturelles telles que le gaz ou le pétrole. Autour de ces revendications, de très nombreux conflits entre ces différents pays ont déjà éclaté. Alors les Philippines ont attaqué Taïwan, tandis que la Chine, elle, a attaqué des îles possédées par le Vietnam. 2 fois. Afin d'enfin disposer d'une base légale pour appuyer ses revendications, la Chine s'est mise à construire au milieu de cette mer des îles à partir de rien. En gros, la Chine est un petit peu loin afin de revendiquer tout ça, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste amené du sable et ils ont construit des îles chinoises au milieu de la mer. Pour couronner le tout, les États-Unis ainsi que les Japonais, qui ont aussi des embrouilles avec les Chinois à cause d'îles, ont aussi pris position dans le conflit contre la Chine. L'état-major américain a également organisé d'immenses manœuvres militaires autour de ces îles, sûrement pour montrer à leur allié philippin qu'ils n'allaient pas laisser faire la Chine, et aussi parce qu'ils sont américains et qu'ils font pas dans le détail, les Américains. Exercice auquel les Chinois ont tout de suite répliqué, organisant également de leur côté leurs propres manœuvres, transformant ainsi la situation en un immense concours de pénis. Mais comment ce conflit d'archipel pourrait-il dégénérer en guerre nucléaire? Eh bien pour l'instant, tous les partis ont plus ou moins réussi à ne pas provoquer directement et militairement l'adversaire. Chaque jour des bases militaires et des aérodromes sont construites sur des îles qui n'existaient pas 2 mois avant. Des bateaux de pêche camouflés viennent prendre possession de pauvres bancs de sable à peine sortis de l'eau. Et personne ne semble avoir de solution à la situation générale, car les accords ayant déjà été signés sont régulièrement violés. Ceci dit, même si aucun des pays présents dans le conflit n'aurait intérêt à l'escalade, eh bien celle-ci pourrait très bien se produire. Il pourrait très bien s'agir par exemple d'un pauvre bateau de pêche pris par erreur pour un navire militaire. Celui-ci pourrait être abattu sans sommation par un des partis et provoquer une escalade diplomatique mais également militaire dans tous les camps. Même si elle a pu être évitée jusqu'à aujourd'hui, une réaction en chaîne pourrait très bien se développer. Si un des acteurs du conflit se mettait à abattre des bateaux, les autres pays pourraient très bien se dire « Bah écoute, ils abattent des bateaux, on pourrait très bien faire pareil ». Il est très probable que ceux qui avanceraient leur pion en premier seraient soit la Chine, soit les Philippines soutenues par les États-Unis. Tout d'abord, des moyens militaires conventionnels seraient mis en place par les deux camps, mais la Chine dispose d'un net avantage dans la région. Les États-Unis, voyant que la Chine est en train de gagner du terrain, ne pourraient pas se résoudre à la laisser faire. Après des premières confrontations détournées par leurs alliés philippins, les États-Unis pourraient très bien lancer leurs propres avions contre les avions de combat chinois. Mais également prendre des mesures d'embargo économique contre la Chine. Les Chinois disposeraient de par leur implantation d'un avantage décisif pendant quelques mois dans la zone. Mais le rapatriement des nombreuses flottes de guerre américaines finirait par faire pencher la balance vers les États-Unis. Amenée au pied du mur économiquement et militairement, la Chine pourrait n'avoir d'autre choix que d'utiliser l'arme nucléaire. Pour entrevoir les conséquences d'un conflit conventionnel entre la Chine et les États-Unis, je vous invite à aller voir cette vidéo, malheureusement en anglais mais très intéressante quand même. Passons maintenant au deuxième point chaud qui est la frontière indo-pakistanaise. Ouh là là, ça a l'air compliqué. Tout d'abord, un peu d'histoire. Jusqu'en 1947, l'Inde et le Pakistan étaient réunis sous la glorieuse bannière de l'Empire britannique. Lors de l'indépendance, un État hindou, donc l'Inde, et un État musulman, le Pakistan, qui inclut à l'époque le Bangladesh, furent créés.
Au milieu de tout ça, le petit royaume du Cachemire qui ne savait pas trop vers quel côté pencher. Le Maharaja, c'est-à-dire le chef de ce petit royaume, décide finalement de se rattacher à l'Inde alors que 78% de ses sujets sont musulmans. Les Indiens, eux, sont parfaitement d'accord, mais pas les Pakistanais. Les Pakistanais, ils sont pas contents du tout, mais genre vraiment vénères. Ce petit malentendu, si on peut appeler ça un malentendu, a causé pas moins de 5 conflits entre les deux pays à partir de 1947, et le plus récent étant en 2002. Où est le problème, me direz-vous? Eh bien, aucun problème, juste que ces deux pays ont chacun l'arme nucléaire, et ont menacé à plusieurs reprises de l'utiliser sur l'un et l'autre, ce qui n'est pas très rassurant. Le fait est qu'un conflit nucléaire dans cette zone pourrait éclater de manière très facile. En effet, les confrontations entre l'armée pakistanaise et l'armée indienne sont quasi quotidiennes. Chaque partie essaie par tous les moyens de tester l'autre constamment, en envoyant par exemple des terroristes dans les lignes adverses ou bien en balançant quelques obus. En cas de mouvement un petit peu trop osé de la part d'un des camps, eh bien une escalade pourrait très bien arriver très vite. Après une brève confrontation conventionnelle des armées des deux pays, si aucun effort diplomatique ne porte ses fruits, eh bien des bombes nucléaires seraient très vite lancées sur l'adversaire, car il est très peu probable qu'une des deux armées prenne l'avantage sur le plan conventionnel. Il y a également peu de chances qu'une autre puissance extérieure vienne s'interposer entre les deux belligérants. L'issue de ce conflit aurait été un Pakistan complètement dévasté et fumant et une Inde d'à peu près un tiers détruite, comptant tout de même des dizaines et des dizaines de millions de morts de chaque côté. Après toutes ces réjouissances de guerre nucléaire, parlons maintenant d'un autre point chaud qui se trouve au Moyen-Orient, le Yémen. Alors déjà, il faut savoir qu'au sein de l'islam et au Moyen-Orient en particulier, il y a des divisions entre les musulmans. Pour des raisons qui remontent à des temps immémoriaux, les musulmans chiites d'un côté et les musulmans sunnites de l'autre ont une interprétation différente de la religion. La majorité des musulmans dans le monde est sunnite. Les chiites, eux, sont présents dans à peu près tous les pays musulmans, même si en minorité, à part dans une certaine zone, celle-ci, le croissant chiite. Appelé comme ça parce que c'est rempli de chiites et que c'est en forme de croissant. Seulement les deux versions de l'islam ont chacune un champion, l'Arabie Saoudite du côté sunnite et l'Iran du côté chiite. Et ces deux pays en particulier se détestent, mais alors ils se chamaillent tout le temps. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien au Yémen, en 2004, des rebelles chiites, soutenus par l'Iran, ont commencé à attaquer le gouvernement. Ce qui a donné lieu à une guerre civile au Yémen, qui dure encore. Seulement, voyant que l'Iran soutient les rebelles à la fois militairement et économiquement, l'Arabie Saoudite, qui déteste l'Iran, va former une coalition afin d'intervenir. Coalition qui va donc regrouper en 2015 plusieurs pays sunnites, incluant par exemple l'Égypte ou bien même le Soudan. Bon voilà, j'ai toujours pas compris le Soudan. Une grande opération de bombardement va donc être lancée en 2015 contre les rebelles chiites. Opération de bombardement appelée Tempête décisive, qui n'a strictement rien eu du tout de décisif. Et pour cause, les capacités des rebelles sont amoindries, mais ils restent toujours puissants, et les principales victimes ont été les civils. Bien que peu de médias en parlent, il est très probable que l'Arabie Saoudite en ce moment même soit en train de s'engluer dans un conflit qui n'a aucune issue visible. Et pour cause, les rebelles chiites, toujours soutenus grandement par l'Iran, se sont mis à balancer des missiles Scud sur des bases militaires saoudiennes, et même à prendre quelques villages à la frontière. Donc la situation est en réalité beaucoup plus compliquée que ça, mais j'ai simplifié un petit peu pour aller plus vite. Comment donc ce conflit pourrait-il dégénérer en guerre nucléaire ? Eh bien tout simplement, une escalade à cette guerre civile pourrait très bien faire exploser la poudrière qu'est le Moyen-Orient. Les Saoudiens, même s'ils ont beaucoup d'argent grâce au pétrole, ont une armée composée de mercenaires car ils n'ont tout simplement pas assez d'hommes. Il est donc très peu probable que leur intervention au Yémen puisse tenir sur la durée. Quand on voit ce que les États-Unis ont fait au Vietnam alors qu'ils avaient plein d'hommes, eh bien on peut se dire que pour l'Arabie Saoudite ça pourrait être pire. Une victoire des rebelles au Yémen agrandirait grandement l'influence de l'Iran et ainsi des chiites en général dans le Moyen-Orient. Seulement si l'Arabie Saoudite déteste l'Iran, elle n'est pas vraiment la seule. Il y a un autre pays qui déteste l'Iran, Israël. Et ce pays, même s'il ne le dit pas officiellement, dispose de la bombe nucléaire, et a déjà signifié grandement ses intentions de frapper préventivement l'Iran si celle-ci présentait une grave menace. La montée en puissance de l'Iran ainsi qu'éventuellement une extension du conflit yéménite en Arabie Saoudite aurait sûrement mis Israël au pied du mur. Et même si on peut imaginer que c'est assez peu probable au vu des conséquences qui s'en suivraient, il est peut-être possible qu'Israël frappe nucléairement préventivement. Si 2-3 missiles nucléaires sont lancés, qui sait ce qui pourrait se passer après? Le conflit aurait-il pu escalader, déclenchant un jeu d'alliance improbable? Eh bien, peut-être. Et enfin, le dernier point chaud dont je voulais parler concerne des conflits qui sont, eux, gelés, ironiquement. Je veux bien sûr parler de tous ces conflits qui gravitent autour de la Russie et de l'OTAN, et qui sont d'ailleurs responsables d'une très grande partie des tensions actuelles dans le monde. Ces conflits gelés sont respectivement la Moldavie, l'Ukraine ainsi que la Géorgie. Alors vu que ça va mettre un peu de temps à tout expliquer, je vous ai mis des liens dans la description que je vous invite à consulter pour la guerre de Moldavie et la guerre de Géorgie. Mais je vais m'attarder sur le plus récent et selon moi le plus intéressant qui est l'Ukraine. Revenons donc en 2014 où l'Ukraine est dirigée par Viktor Yanukovych, un président qui a un penchant assez autoritaire. Cette année-là, après de nombreuses négociations, le président Yanukovych va finalement ne pas signer un accord qui aurait permis au pays de se rapprocher de l'Union européenne. Cet événement va donc déclencher des manifestations et des émeutes dans tout le pays, et particulièrement dans la partie ouest.
Celles-ci vont provoquer de nombreuses exactions et de très nombreux morts des deux côtés, et finalement le président Yanukovych est destitué, pour être remplacé par un président qui est vu comme plus pro-européen. Seulement dans l'est de l'Ukraine, la majorité de la population qui est russophone, eh bien se sent plus proche forcément de la Russie. Des contre-manifestations vont donc avoir lieu, des personnes vont prendre les armes et c'est ainsi que débute la guerre civile ukrainienne, qui a tout de même fait depuis 2014 des dizaines de milliers de morts. Alors même si au début personne ne comprenait grand chose, il est devenu très clair que cette guerre n'est qu'un conflit interposé entre la Russie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Chacun des camps essayant soit de défendre, soit d'étendre son aire d'influence. Ce conflit n'a été qu'une marche de plus dans l'escalade qui était déjà en cours. Chaque jour des avions russes violent l'espace aérien des pays de l'OTAN, et les Américains déploient toujours plus de troupes et de missiles dans les pays baltes. Pour le coup, la tension est telle qu'il se pourrait qu'un mouvement de l'un ou de l'autre des camps puisse déclencher une réaction complètement disproportionnée dans le camp adverse. D'un autre côté, si jamais l'OTAN intensifie son soutien à l'Ukraine et que la guerre civile prend fin, il est extrêmement peu probable que la Russie reste devant sans réagir. En voyant son aire d'influence diminuer petit à petit et de voir des bases militaires américaines construites tout autour de ses frontières, il se peut que la Russie, mise au pied du mur, puisse choisir l'escalade, ce qui pourrait mener à un conflit nucléaire, cette fois-ci global. En tout cas, il est strictement certain qu'une guerre nucléaire entre l'OTAN et la Russie n'épargnerait strictement personne sur la Terre. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus que 4 zones à problème dans le monde, mais ça fait déjà beaucoup pour cette vidéo, donc je vais arrêter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous voulez un peu d'autres épisodes comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu spécial et dites-moi dans les commentaires si jamais vous en voulez d'autres. Si vous voulez plus de détails sur tout ce que j'ai évoqué, tout est dans la description, j'ai mis plein de liens. En attendant, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner en cliquant sur le champignon nucléaire, me faire un don sur Tipeee si vous le souhaitez, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.